Alors déjà, je tiens à te dire que merci beaucoup pour m'avoir envoyé les questions. T'es une bonne élève. Je sais pas si tu connais le syndrome de la bonne élève. C'est ce que j'allais dire sur les 7 ans. C'est exactement ce que j'allais répondre. Alors, Pourquoi les gens ne le font pas généralement? Alors, il y a certaines personnes à qui je sais que c'est même pas la peine d'envoyer les questions. Mais merci de me les avoir envoyées parce que ça m'a vachement rassurée en plus. Surtout parce qu'en fait, j'ai pas du tout l'habitude de parler de moi. Donc, Mais tu sais que c'est la raison pour laquelle j'ai pensé ce podcast comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, si je veux que j'invite des femmes que j'admire pour ce qu'elles ont fait, comme je sais qu'il y en a certaines, ça va pas être des Beyoncé, et qui elles-mêmes vont se dire « Ah mais non, mais mon parcours n'est pas assez exceptionnel pour parler de moi. J'ai prévu une trame de questions et j'ai prévu de leur envoyer à l'avance pour qu'elles se rendent compte que c'est des questions qui sont pas... je ne leur demande pas combien de prix Nobel elles ont gagné. Donc voilà, c'est exactement pour des femmes comme toi que j'ai créé ce podcast, des femmes comme toi à qui je vais donner la parole, parce que tu fais partie de mes inspirations. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, est le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Cette semaine, je reçois Rebecca Amselem. Et si son nom te dit quelque chose, c'est peut-être grâce au mouvement du 7 novembre 16h34 pour l'égalité salariale porté par Les Glorieuses. Et Les Glorieuses, c'est le nom de la newsletter hebdomadaire lancée par Rebecca. Pendant ce podcast, on parle de son éveil au féminisme, de ses réflexions et de ses espoirs. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentille, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Je suis donc avec Rebecca Amselem. Merci beaucoup d'être venue sur Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Merci à toi de m'avoir invitée. On s'est rencontrés pour la première fois, une conférence que tu as donnée. Ouais, il me semble aussi. À l'Assemblée, non ? Oui, c'était au colloque des nouvelles féministes. Ouais, c'est ça. Et ce colloque avait eu lieu quelques mois après l'événement, on va dire, oui. C'était 7 novembre 16h34. C'est un événement médiatique, on va dire, 7 novembre 16h34, ouais. Que Les Glorieuses avaient lancé en s'inspirant des Islandaises. Oui, absolument. Et Les Glorieuses, c'est quoi ? Et Les Glorieuses, c'est quoi ? Les Glorieuses, à la base, c'est un email. Faut pas l'oublier. C'est un email que j'écris toutes les semaines, que j'envoie le mercredi matin à 7h du matin, dans lequel je parle de plein de sujets différents. Je vais parler d'amour, je vais parler de politique, je vais parler de boulot, je vais parler de plein de trucs différents. Et s'il y a un truc qui change pas, c'est même 2 trucs. Le premier, c'est que je cite uniquement des femmes. Non pas parce que je trouve que les hommes ont dit uniquement des choses stupides, loin de là, mais c'est un peu pour créer un nouvel équilibre, une nouvelle balance dans notre imaginaire collectif, où effectivement les hommes ont une place prépondérante, et c'est pas de notre faute, c'est juste que c'est ce qu'on a appris à l'école, et l'idée c'est un peu de contrebalancer cette éducation. Ça c'est le premier objectif, et le deuxième objectif c'était vraiment de déculpabiliser les femmes. Je l'ai fait dans un premier temps, cette newsletter je l'ai faite pour moi, pour me déculpabiliser de ne pas être une femme parfaite, de ne pas être une féministe parfaite. Et c'est pour ça que j'adore l'essai de Roxane Gay, Bad Feminist, parce que ça montre que même dans son féminisme, on ne peut pas être parfait. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette newsletter. La perfection, on va en parler tout au long de ce podcast, parce que je pense que toi et moi, on a quelques traits communs par rapport à ça. Teaser. Mais du coup, commençons avec la première question de cet entretien, qui est toujours, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? J'étais une bonne élève. J'avais envie de tout bien faire, quoi. J'étais la première à lever la main à l'école. Parce que mon père m'a appris à lire avant que je rentre au CP, c'était très très important pour lui, et j'avais très envie d'être une bonne élève et de faire exactement comme ce qu'on me disait. Je me souviens des maux de ventre quand je faisais un truc de travers, alors que bon, franchement, tout va bien, quoi. Et t'étais fille unique ou l'aînée ? J'étais l'aînée, ouais, et j'ai un petit frère. Et c'était une pression supplémentaire pour toi, tu penses ? De quoi, d'être l'aînée ? Ouais. Oh non, je pense pas. Non. Peut-être que je le protégeais d'une manière ou d'une autre, mais heureusement, enfin... Avec le recul aujourd'hui de tout ce que tu sais sur le féminisme et tout ton parcours, comment tu analyses ton comportement de bonne élève ? Comment est-ce que je l'analyse ?
je sais pas, je veux pas en faire une généralité. Je pense que c'est vraiment propre à ma personne et à ma personnalité, le fait de vouloir plaire aux adultes, de vouloir plaire à mes parents et je pense que en fait c'était assez simple. On me donnait des règles, je les suivais, basta quoi. Mais c'est marrant parce que hier j'entendais Olivia Gazalet parler justement des différences de comportement entre les petites filles et les petits garçons, et elle disait que chez les garçons, il y avait une injonction à l'insolence et une injonction au fait de pas respecter les règles, alors que chez les filles, pas vraiment quoi. Et en fait, c'est plutôt une injonction du côté des garçons qui existe par rapport à ça, plus qu'une volonté d'être parfaite pour les filles. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse pour moi. Et encore une fois, je fais pas de généralité, je supporte pas de généralité. Bien sûr, je te pose la question parce que je me reconnais totalement dans ce que tu viens de dire. J'étais exactement pareil. Et je sais qu'on est loin d'être les seuls à avoir été si bonnes élèves et d'avoir cherché l'approbation, la reconnaissance, l'acceptation peut-être des autres à travers ce comportement de conformité extrême à ce qu'on attend de nous. La question qui découle de ça, c'est à quel moment dans ta vie tu arrives à te détacher de ça? Est-ce que tu t'en détaches d'ailleurs? Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, je pense qu'il y a un moment donné où on s'en fout beaucoup plus. J'allais dire à l'adolescence, mais pas vraiment en fait. Je pense que c'est une première étape. C'est la période de toutes les premières transgressions majeures de notre vie, ça c'est sûr. Je pense qu'on s'en détache complètement quand on devient la personne qu'on avait envie de devenir. Et à partir de ça, finalement, c'est là où on accepte ses défauts, c'est là où on accepte de ne pas être la perfection qu'on aurait aimé, ou en tout cas ce qu'on pense attendre de nous. Et en fait, on s'en fout, tout simplement parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on est ce qu'on aime, et parce qu'on travaille à l'être davantage chaque jour. À quel moment dans ta vie tu penses que tu as commencé à justement t'en foutre de ce que les autres pensaient de toi? En faisant les Glorieuses, clairement. Ah ouais, franchement, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais les Glorieuses, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et c'est marrant parce que je relisais les premières newsletters qui sont ultra mal écrites. J'ai tellement honte en y repensant. Mais le chemin que j'ai fait en tant que femme et en tant que féministe depuis la première newsletter jusqu'à aujourd'hui, j'en suis hyper fière, quoi. Vraiment. C'était quoi le déclencheur? Pour créer les Glorieuses? Encore une fois, c'était assez personnel. J'allais commencer à écrire ma thèse en économie, donc rien à voir sur le sujet des féminismes. Et j'avais besoin d'un exercice qui soit totalement différent pour créer un espèce d'équilibre dans ma vie. Et aussi garder un lien avec une communauté extérieure, parce que je passais mes journées en bibliothèque toute seule à écrire cette thèse. Autant j'adore être seule, autant je suis pas quelqu'un de solitaire non plus, quoi. Donc c'était un besoin de lien et d'expression. Ouais, c'est ça. À quel moment dans ta vie tu as exprimé pour la première fois une ambition professionnelle? Alors, je pense que je sais plus quel âge j'avais exactement, mais je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'avais disposé dans ma chambre... je pense que toutes les poupées que j'avais et tout ce qui se rapportait à l'univers des poupées. Et j'avais envoyé des invitations aux gens pour qu'ils viennent voir mon musée de la poupée. Donc je voulais être conservatrice de musée. Et je le disais très très clairement que je voulais faire ça. C'est original, conservatrice de musée à 6 ans. Ouais, écoute, ça s'est poursuivi jusqu'à très longtemps, cette ambition. Pour de nombreuses années. Et comment est-ce que les adultes de ton entourage encourageaient l'expression de ses ambitions? Est-ce qu'il l'encourageait d'ailleurs? Est-ce qu'il l'encourageait? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a un truc que j'adore chez mes parents, c'est que ils m'ont toujours dit que je pouvais faire absolument ce que je voulais dans ma vie. Ils m'ont jamais dit il faut que tu fasses des études, telles études, des études classiques, peu importe. Ils m'ont toujours dit tu fais absolument ce que tu veux, mais par contre à partir du moment où tu choisis ce que tu le fais à fond. C'est la seule chose qu'on te demande. Et c'est un conseil qui t'a servi ou qui t'a pesé? C'est quelque chose... dans un premier temps, ça m'a pesé parce que je ne savais absolument pas quoi faire dans ma vie. Et j'avais très peur de ne pas savoir ce que je voulais faire. À partir du moment où j'ai trouvé
après j'ai fait plein de choses différentes, mais où j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, j'ai jamais culpabilisé de le faire à fond et de travailler énormément pour y arriver. Je pose la question aussi parce que j'ai la sensation que c'est une mise en garde contre le dilettantisme. Une mise en garde contre quoi ? Contre le fait d'être dilettante dans tout ce que tu essayes. Mais fondamentalement, moi, si j'avais un conseil à donner à mes enfants hypothétiques, ce serait t'as le droit d'essayer. Et si ça te plaît pas, t'as le droit de te tromper, en fait. Et moi aussi, j'ai reçu le conseil de fais ce que tu peux faire ce que tu veux. Mais une fois qu'on a dit qu'on faisait ça, on le fait vraiment. On peut se tromper dans la vie et tu peux choisir une voie qui finalement ne te passionne pas, t'intéresse pas. Et j'ai pas la sensation qu'on m'a guidée, qu'on m'a laissé le droit, le choix de venir dire je crois que je me suis trompée de voie. Tu vois ce que je veux dire ? Ah non, moi ça arrive. Si, il y avait aucun problème par rapport à ça. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là que je disais ça. C'était plutôt dans le sens où c'est tu le testes et tu le testes à fond, quoi. Tu vas au bout de ton truc et si ça te plaît pas, change. Enfin, on n'a qu'une vie, quoi. C'était un truc que ma mère disait tout le temps. C'était, je sais plus, c'était une citation de qui. Mais en gros, si on aime son travail, on n'aura pas à travailler un jour de notre vie. Et elle est géniale, cette citation. Elle est trop bien. Mais c'est effectivement à partir du moment où ça te pèse, tu changes. Ah non, moi j'ai changé plein de fois. J'ai changé plein de fois de parcours universitaire. Enfin, évolué en tout cas. Et professionnel aussi. C'est pas grave, quoi. Tu fais quoi aujourd'hui ? C'est quoi ton activité professionnelle ? Mon activité professionnelle aujourd'hui, c'est les Glorieuses à fond. Je suis en train de le professionnaliser. Je suis en train d'en faire un modèle économique qui soit soutenable, qui soit rentable. Je suis en train de devenir entrepreneur. Voilà, je pensais pas. Je suis en train de créer une société de médias. Enfin, je découvre un univers. J'aime beaucoup. Le principe de cette interview, c'est que j'ai une série de questions que je t'envoie en avance et on me plaisantait sur le fait d'être une bonne élève juste avant de commencer parce que tu m'as renvoyé la liste des questions auxquelles tu voulais répondre. C'est exactement le principe et j'ai fait ça parce que le but c'est de te laisser le temps de réfléchir à celles je l'ai fait ce matin. Qui te permettent les questions que tu estimes les plus pertinentes pour parler de toi. Et donc parmi celles que tu m'as renvoyées, il y a la première fois que tu as défendu ton avis. Ouais, je m'en souviens hyper bien parce que, totalement lié au fait d'être une bonne élève, j'étais pas non plus du genre à soutenir un avis, surtout quand il était contraire à ce qui existait, à l'environnement dans lequel j'étais. Et je m'en souviens du coup extrêmement bien, c'était en CE1 ou CE2, en classe, quand on apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est marrant, hein ? C'est drôle par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais c'est effectivement... j'étais vraiment pas du genre à dire au prof je suis pas d'accord, c'était vraiment ok, je suis tout ce qu'il faut, j'apprends par cœur, il n'y a pas de problème. Et puis là, j'entendais ça, et puis c'était en CE2, ce que je me souviens du coup de la salle de classe. Et du coup, je lève la main en disant il y a un truc qui cloche là. Je comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment la première fois que je disais ça parce que je ne disais jamais je ne comprends pas pourquoi. Je faisais très bien semblant de comprendre, mais je voulais surtout pas dire je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, je pose la question sur d'où ça sort en fait que le masculin l'emporte sur le féminin. Comment ça se fait ? C'est depuis toujours ? C'est quoi le principe, quoi ? Et donc la prof, je me souviens, elle dit écoute, c'est comme ça, voilà, on apprend ça, c'est injuste, oui. Et je me souviens qu'elle avait dit ça. Ça m'avait marqué, mais c'est comme ça, sans me donner davantage d'explications. Et donc voilà, j'étais pas non plus une rebelle, hein, donc je me suis arrêtée là. j'ai pas appelé l'académie. Mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que tu en as parlé avec les autres enfants à ce moment-là ? Ah non, ça s'est arrêté là. Tu l'as juste gardé. Ah oui, non, j'étais pas une leaduse, j'allais pas changer le cours de l'humanité, pas du tout. Je suis allée à la récré après, je pense. Et comment Donc, récemment, c'est une règle de grammaire qui a été remise en cause. Oui. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là ? Ah, j'étais tellement heureuse. Tellement heureuse. C'est pas totalement été remis en cause, mais en tout cas, ça...
on commence à en parler, et juste le fait que l'Académie française publie ce communiqué disant que c'est une aberration, ça montre qu'ils ont peur en fait. Et ça, j'aime trop. Non, parce que si jamais ils n'avaient pas peur et qu'ils disaient que c'était vraiment impossible de le changer, ils n'auraient même pas réagi, enfin, ça n'aurait même pas lieu d'être. Et juste le fait qu'ils disent ça, ça montre qu'il y a une peur que ça fonctionne. Et c'est ça que je trouve génial. Et c'est ça que je trouve génial déjà avec la langue française, c'est que c'est une langue vivante, mine de rien, c'est une langue qui bouge. Et ça se trouve, nos filles, nos petites filles, nos arrière-petites filles ne vivront pas dans un monde où en CE2, on leur dira les filles, les mecs, le masculin l'emporte sur le féminin. Et ça, je suis trop contente. Parce que ça marque, mine de rien, ce genre de choses. C'est pas anodin, ce type de remarques. On comprend pas. Et ça fait partie des choses qu'on intègre et qu'on considère ensuite comme normales au cours de notre vie. Oui, c'est pas expliqué sur... je peux comprendre le concept de grammaire, mais ça n'est pas expliqué de façon conceptuelle. C'est Titiou Lecoq qui racontait que, aussi le jour où elle a vécu ça, après, dans la cour de récréation, les garçons disaient « on est plus fort que vous ». Et évidemment. On savait pas quoi répondre parce que j'ai vécu la même chose. Hein, vraiment, j'ai la même anecdote que toi, qu'elle, pareil. C'était « mais pourquoi ?» Et parce que c'est comme ça. Dans ma vie, je pense que j'ai trop souvent entendu « parce que c'est comme ça » en réponse à une question qui me touchait beaucoup trop pour la réponse qu'on m'apportait. C'était quand la première fois que tu as été fière de toi ? La première fois que j'étais fière de moi, ça fait partie des questions que j'ai envoyées. Absolument. Damn it. Elle est dure cette question. C'est quoi ? Alors c'est quand je me souviens. Ça y est, je me souviens. C'est un peu ridicule, hein, mais je me souviens que j'étais dans la voiture avec mon père et je faisais du patinage artistique à l'époque. Enfin, j'ai tout fait. Enfin, vraiment, c'est mes parents, je sais pas s'ils voulaient que je devienne une artiste ou je sais pas, mais ils m'ont fait tester tous les sports, toutes les activités artistiques. J'ai tout fait. J'ai fait du piano, c'était assez hallucinant. Donc là, cette année-là, c'était patinage artistique. Donc c'était à Asnières, je me souviens, et on était genre un mardi soir, et c'était l'hiver, on était dans la voiture. T'avais quel âge environ ? Et j'avais, je sais plus, 10 ans, un truc dans le genre. Et j'avais tellement mal au bide. Je voulais pas y aller parce que c'était je sais pas si c'était un concours ou si c'était je pense que c'était un passage pour aller dans une classe supérieure. Faut savoir que j'étais nulle, hein. Je tenais à peine debout. Non, je suis restée bloquée à patinage artistique, c'était le rêve de ma vie, donc je suis fascinée par la suite de l'histoire. Non, j'étais vraiment nullissime. Dis-toi, j'étais tellement nulle que j'étais dans la classe avec des filles qui faisaient la moitié de ma taille, quoi. Elles avaient environ 5 ans et en fait, elles étaient même meilleures que moi. C'était hyper flippant, donc j'avais très mal au ventre, j'avais peur de faire des trucs devant tout le monde, etc. Et c'était un examen pour passer à l'étape, au passage supérieur. Et donc, là où j'étais extrêmement fière de moi, c'est que je l'ai fait. Je suis sortie de la voiture, j'ai mis mes patins, je l'ai fait. Je l'ai clairement pas eu. J'étais clairement nulle. Mais je l'ai fait et je me souviens avoir été très très fière juste de l'avoir fait. Bravo. Je te remercie, franchement, même encore aujourd'hui, je suis très émue, quoi. Et j'ajoute une question, c'est quand la dernière fois que tu as été fière de toi ? La dernière fois que j'étais fière de moi, je pense que c'est quand j'ai tenu mon livre pour la première fois dans les mains. C'était vendredi dernier. Et j'étais très très fière de moi. Donc ton livre qui s'appelle Les Glorieuses Chroniques d'une féministe. Alors ça parle de quoi ? Ça parle d'expérience personnelle. En fait, ça parle des choses qui ont fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui et la féministe que je suis aujourd'hui. Donc ça parle à la fois des expériences personnelles que j'ai eues, des situations assez drôles dans lesquelles je me suis retrouvée, et des lectures que j'ai faites. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui a rythmé ma vie jusqu'à présent, c'est que tout ce que j'ai vécu, j'ai trouvé des résonances dans les lectures que j'avais faites, et donc du coup, ça m'a permis d'avoir des réflexions pour avancer dans mon féminisme. C'est ça aussi que je voulais qu'on creuse ensemble aujourd'hui, c'est ton parcours, ta construction féministe. Et un point de départ peut-être pour ça, c'est de remonter au jour où tu as compris que tu étais une femme.
Parce qu'on n'est pas traité de la même façon dans la société. Je pense que c'est le premier... C'est marrant parce que j'avais noté une autre réponse. Mais très honnêtement, c'est la première fois qu'on m'a regardé bizarrement dans la rue, quoi. Et j'ai détesté. T'avais quel âge environ ? J'étais hyper jeune. J'avais 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. Ça a apparu, je pense, aux alentours de mes règles aussi. Donc j'allais répondre mes règles, au moment où j'avais très mal au bide tous les mois. Et là, effectivement, je me suis dit, ok, on y est. Mais je pense que c'est ce regard, en fait, qui m'a vraiment marquée en y repensant. C'est très intéressant que tu changes ta réponse comme ça, parce que c'est l'opposition entre ce qui ferait de nous des femmes au sens... l'argument biologique qui ferait de nous des femmes, parce qu'on nous dit les règles si tu deviens femme. Et quand on y réfléchit, j'aurais fait la même réponse que toi. Oui, moi, le jour où j'ai compris que j'étais une femme, c'est le jour où le reste du monde m'a renvoyé que j'étais différente. Pas mon propre corps. C'est ça. Nos corps fonctionnent comme ils fonctionnent. Ouais. Donc, t'as 12 ans et premier harcèlement de rue, on va dire. Alors, c'est ça le... c'est pas, je sais pas si on peut l'appeler harcèlement de rue, d'ailleurs. C'est juste un regard. Est-ce qu'un regard, c'est considéré comme un harcèlement ? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais je pense pas que dans la loi... on va pouvoir donner une amende à quelqu'un qui nous regarde je pense pas qu'on mette une amende à quelqu'un qui a un regard dépréciateur, méprisant, condescendant. Mais je pense que le fait d'écrire dans la loi... C'est pas un regard dépréciateur, hein. C'est pire. C'est pire que ça. Comment tu le décris ? C'est un regard... c'est un regard d'un homme qui est genre beaucoup plus âgé que moi et qui me regarde comme s'il avait envie de me prendre. Et quand c'est la première fois qu'on a ce type de regard, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre pour la première fois ce type de regard, je pense. Moi, je dis souvent, j'ai appris à avoir peur bien avant qu'on m'explique, que je comprenne de quoi je devais avoir peur. Ah, c'est très beau ça. Et c'est exactement moi ça. aussi, la première fois qu'on m'a regardée comme ça, c'est le jour où j'ai compris de quoi je devais avoir peur. C'était pas rassurant. J'avais aussi 11 ou 12 ans. C'est dingue, hein. Ça nous marque à vie, hein, mine de rien, ce genre de choses. À quel moment dans ta vie tu repenses à cet épisode en comprenant ce qui s'est passé ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors c'est la première fois que je repense à cet épisode, pour être honnête. Ouais, carrément. Pour comprendre ce qui s'est passé, maintenant on a une grille de lecture pas simple, mais en tout cas compréhensible. On sait que c'est systémique, on sait qu'on vit dans une société qui permet ce genre de comportement, à la fois de sa part et à la fois de ma part, c'est-à-dire d'intérioriser le fait que c'est moi le problème et c'est pas ce regard ou la personne qui a émis ce regard c'est le problème. Et ça c'est grâce aux intellectuels, c'est grâce aux femmes qui ont théorisé ce type de choses. Heureusement qu'elles sont là. Est-ce que tu as la sensation d'avoir été arrêtée ou ralentie dans ta vie à cause du sexisme ? Ou d'autres discriminations ? Je sais pas si tu as d'autres... facteur de discrimination qui pèse sur toi. Est-ce que j'étais ralentie ? Oui, clairement. Mais en fait, je saurais pas... je pourrais pas te dire des moments précis. Je sais que... en fait, c'est des remarques qu'on intériorise énormément et qui... fait qu'on peut se mettre de plus en plus en retrait d'un espace public qu'on nous offre. Enfin, quand je parle d'espace public, je parle de réunions au boulot, pas plus que ça. Mais oui, carrément, je le sens. C'est quelque chose qu'on sent, en fait, à l'intérieur de nous. C'est, finalement, on va pas faire cette demande ou on va pas... aller vers cette voie parce qu'on aura intériorisé toutes les remarques qu'on a eues avant, quoi. Et c'était quoi ton déclic féministe ? Mon déclic féministe, il n'y a pas eu un déclic féministe. Je me suis pas réveillée un matin et je me suis dit ok, ça y est, je suis féministe, quoi. Je pense que c'est c'est progressif. Ouais, c'est progressif. Je pense que c'est le journal d'Anaïs Nin en fait énormément partie. Alors, je connais pas du tout. Ah, il est trop bien, lis-le. Ah, il est génial. Pas la version censurée. Enfin, quoique même la version censurée, elle est ouf, en fait. En fait,
je crois que c'est 6 ou 7 tomes de son journal où elle raconte absolument tout. Elle parle de ses féminités, elle parle de pourquoi est-ce qu'elle se définit en tant que femme, de quoi partait cette construction, de ses rapports avec les hommes, de ses rapports avec ses amis, de son rapport avec son travail, avec son écriture, avec son utérus, avec tout. Et en fait, ce que j'ai adoré avec Anaïs Nin, et ça me suit énormément quotidiennement en fait, c'est que en fait, elle a aucune culpabilité, ou en tout cas, elle en a de moins en moins au fur et à mesure que son journal avance. C'est qu'elle elle incarne un paradoxe profond par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle écrit. Et en fait, elle s'en fout, quoi. Et le fait d'être une femme, une artiste qui est déjà aussi fière de ce qu'elle est et qui ne se sent absolument pas coupable de quoi que ce soit, m'a énormément inspirée. Et pour moi, ça, c'est profondément féministe. Ça a résonné avec des choses que tu vivais, toi, au quotidien ? Pas des choses que je vivais moi au quotidien, mais plutôt de ce que j'en pensais et comment je l'analysais. Ça, oui, carrément. Et t'avais quel âge quand tu as... C'était vers quel âge que t'as lu ce livre ? C'était assez tard, hein, mine de rien. Je sais plus quel âge j'avais, genre 17 ans, 18 ans, 19 ans, je sais plus. Mais je le relis hyper régulièrement. Et trop bien. À ce moment-là, 17-19 ans, tu fais quoi dans la vie à ce moment-là ? 17 ans, je passe mon bac. Et après, je vais en prépa. Je commence... ça va être une réponse à une question. Ah, vas-y. Alors, c'était quelle question ? C'était sur l'échec. Non, on n'a pas... La première fois que tu as voulu abandonner. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, exactement. La première fois que tu as voulu abandonner. La première fois que j'ai voulu abandonner, c'est quand j'étais, du coup, juste après le bac, je suis allée directement en prépa commerce. Parce que une prof à l'époque m'avait dit c'est le seul truc où tu auras beaucoup de maths parce que j'adorais les maths et beaucoup de philo parce que j'aimais beaucoup la philo. Donc elle t'envoie en commerce. J'aime les maths et la philo, on va faire du commerce. En fait, non, en termes de prépa, c'est vrai qu'elle n'avait pas du tout tort. Hein. C'est vrai que c'était une prépa qui permettait d'avoir autant de maths que de français et de philo. Et ce qui est pas... Enfin, non, je ne veux pas dire... En tout cas, c'est intéressant. On va dire ça. Donc, j'ai fait ça. Et c'était hyper dur parce que j'avais une prof de maths qui ne m'aimait pas du tout, je pense, parce que j'allais très régulièrement au tableau devant 40 personnes et elle se moquait de comment je m'habillais. C'est vrai que je me prenais un peu pour Janis Joplin à l'époque, hein, mais peut-être que c'était pas le principe du prépa, je sais pas. Mais en gros, je devais résoudre ces trucs en maths toujours plus compliqués et j'ai voulu abandonner parce que c'était trop dur. C'était trop de travail et en fait, je supportais pas l'environnement dans lequel j'étais. Et ça me pesait énormément et j'ai voulu abandonner. Et j'ai abandonné. Et j'ai adoré abandonner. J'étais très heureuse d'abandonner. C'était pas grave. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'étais très, très contente. Qu'est-ce que t'as fait derrière, alors ? Après, j'ai tapé sur Google école qui commence en novembre. Je pense Google. Et j'étais arrivée sur un lien sponsorisé. Prépa Sciences Po. Et j'ai cliqué dessus et je suis allée en prépa Sciences Po. C'est la meilleure histoire. Oupsie. Voilà. Conseiller d'orientation. Google. Sachant que c'est ce que je voulais faire en fait même avant quoi. Donc c'était juste un concours de circonstances extrêmement joyeux. Un acte manqué peut-être même. Quoi ? Un acte manqué plutôt. Probablement. Et donc t'es rentrée à Sciences Po Paris ? Non, à Sciences Po Toulouse. Enfin j'ai fait la prépa avant et puis après je suis rentrée l'année suivante à Sciences Po Toulouse. Tu rentres à Sciences Po Toulouse et là c'est quoi ton plan de carrière ? Alors, j'en ai pas du tout. Hein. Déjà, je découvre une ville, j'adore. Je suis chez mes parents, j'adore. Je découvre des gens absolument incroyables, j'adore aussi. Je découvre des cours que j'adore aussi. Enfin, j'ai aucun plan de carrière. Et t'avais choisi quelle filière Au début, tu choisis rien. Et après, j'ai choisi économie internationale. D'accord, d'où la thèse en économie dont tu me parlais avant. T'as continué dans l'économie ?
Ouais, après j'ai continué en économie. La 5e année, je l'ai faite à Paris 1. Parce qu'on peut faire un double diplôme à la fin en faisant sa 5e année à l'université. Et je l'ai faite en économie de la culture. Et après, oui, j'ai enchaîné sur une thèse en économie de la culture. Alors, je vais revenir à ma liste de questions. Le jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort. Ça aussi, je l'ai envoyé, c'est ça ? Ouais. C'est que les questions que tu m'as envoyées. C'est ouf. Sinon, je vais te souffler une réponse, attention. Non. Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort. Si, ouais. Ok. De toute façon, je me souviens plus de le truc dont je voulais parler. Parce que tu racontes une anecdote dans ton livre, je l'ai reçu hier, donc je l'ai juste ouvert presque au hasard et je tombe sur la première fois que tu vas faire une interview sur RTL en direct. Ouais. Tu passes une mauvaise soirée. Ah ouais, non, mais je passe... c'était genre vraiment une semaine horrible, quoi. C'était quoi les circonstances ? Raconte un petit peu le contexte. C'était... en fait, c'est marrant parce que c'est une chronique où je raconte tous les jours où je suis sortie très loin de ma zone de confort. C'était pas le seul, et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Et en fait, c'était quelques semaines plus tôt, on avait décidé de lancer avec les Glorieuses, avec Anaïs Bourdet de Paytachnek, le mouvement du 7 novembre 16h34, pour sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics sur les inégalités salariales qui existent en France. Et on a fait ça en s'inspirant de ce que les Islandaises avaient fait, à savoir qu'elles avaient toutes fait grève, elles étaient toutes descendues dans la rue pour dénoncer ces inégalités. Alors pourquoi 7 novembre 16h34 ? Parce que c'était la date symbolique à laquelle les femmes pourraient s'arrêter de travailler, étant donné qu'elles étaient moins payées que les hommes. Et je me souviens, je pense qu'on a envoyé la newsletter, c'était la veille ou l'avant-veille du 7 novembre. Non, c'était un peu plus tôt, ça devait être genre 4-5 jours plus tôt en fait. Et je me souviens avoir dit aux filles, genre, est-ce que vous êtes sûres qu'on le fait ? Parce que ça va être un truc énorme en fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, fun fact, quelques jours plus tard, je faisais ma soutenance de thèse. Chose pour laquelle je balisais depuis des mois et voire des années. J'angoissais au possible. Donc je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas se rajouter un truc quand même ? Mais bon, c'est quand même très important. Et du coup, voilà, on l'a lancé et effectivement, ça n'a pas manqué. Je pense que mon portable a jamais autant sonné de ma vie et ne sonnera jamais autant. Enfin, c'était très, très particulier comme moment. Et parmi toutes les demandes qu'il y avait une demande pour passer à la matinale de RTL ce même jour, le 7 novembre. Et en gros, la fille, elle arrêtait pas de m'envoyer des messages, elle arrête pas de m'envoyer des mails. Et en gros, à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai dit oui, ok, vas-y, je viens. Mais c'était plus pour me débarrasser du truc qu'autre chose. Donc je l'avais noté, mais dans ma tête, j'étais là, vas-y, je vais annuler. Enfin, je vais trouver un moyen d'annuler le truc. Et entre-temps, il y avait le week-end et j'avais éteint mon portable parce que je préparais ma soutenance de thèse et je préparais mon allocution qui est très très importante, qui était quelques jours plus tard, et il fallait absolument que je la prépare, quoi. Enfin, parce que c'est ça qui m'importait pour ce travail auquel j'avais dédié quand même 3 ans et demi. Et donc le dimanche soir, je rallume mon portable et voilà, 50, je sais pas combien de messages, c'était tellement flippant, j'avais tellement mal au ventre, enfin, c'était horrible. Et dont cette femme qui dit... du coup, je crois que c'était même le lendemain en disant bon, voilà, c'est toujours bon pour demain soir, pour demain matin. Et en même temps, j'ai accepté autre chose qui est hyper important. Je crois que j'avais essayé d'inventer un bobard total. Et elle me dit quoi ? Non, mais vous pouvez pas me faire ça, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est pas possible. Non, mais là, genre, on n'a pas de joker. Enfin, c'est... Et là, je fais merde et tout. Ouais, bon, il n'y a pas de joker, c'est vrai. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Et je pense que je suis restée avec cette femme vraiment 1 heure au téléphone où elle essayait de me convaincre que ça va aller, parce que je lui ai dit clairement, c'était que je stressais, quoi, de parler à autant de personnes en même temps. C'est pas que tu n'avais pas envie d'y aller, c'est que tu avais peur. Ah, j'avais très peur de parler en public, quoi. J'avais très peur de parler à autant de personnes. Et parce que je me sentais absolument pas légitime de parler de ce sujet-là.
J'avais pas été victime d'inégalités salariales pendant des années dans une entreprise. J'étais pas experte en économie sur les inégalités salariales. Enfin, en tout cas, dans mes critères de légitimation, je répondais à aucun de ces critères-là. Donc je savais pas quoi. Je savais pas. C'était assez compliqué. Et en fait, elle m'a dit un truc auquel je pense hyper régulièrement, c'est j'y pense, je pense toutes les semaines ou à chaque fois que je fais un truc important, que je considère important, c'est tu le fais pas pour toi en fait. Tu le fais pour les femmes qui t'écoutent, pour les hommes qui t'écoutent, mais tu le fais pas pour toi. Et en fait, ça m'a vachement détendue, le fait qu'elle me dise que je le faisais pas pour moi. Bon, j'ai stressé, j'ai dormi 2 heures, j'y suis allée, je tremblais, j'ai bu 40 verres d'eau, j'étais pas bien, enfin, j'avais des petits trucs noirs qui apparaissaient, enfin, c'était... Mais je l'ai fait, parce que c'était pas pour moi. Et quand t'en es sortie ? J'étais hyper fière. Et vraiment, je suis vas-y, tranquille, quoi. Pas de soucis. Je me souviens avoir croisé à l'époque Benoît Moncha. Oui, bonjour, merci d'avoir soutenu le mouvement du 7 novembre 1935. Mais aucun problème. C'était une autre personne pendant un quart d'heure. J'adore cette histoire, parce que tu racontes tu racontes beaucoup de choses que je trouve très, très parlantes. Tu racontes plein de choses à travers cette anecdote auxquelles j'arrive très facilement à m'identifier. Et encore une fois, je pense que je suis pas la seule. Tu viens de parler de légitimité. Je pense que c'est un obstacle tellement énorme à la libération, j'allais dire, mais à l'action de plein de monde, plein de femmes en particulier. Comment tu arrives à dépasser ça ? Le problème de légitimité. C'est marrant, j'en parlais hier avec des copines encore. Enfin, j'en parlais extrêmement souvent. Et d'autant plus que quand j'étais en thèse, je me souviens avoir travaillé avec des collègues sur les processus de légitimation. Non pas des personnes, mais des sujets. Et notamment des sujets dans le monde universitaire. Comment on fait qu'un sujet devienne légitime ou qu'une méthodologie devienne légitime et devienne une méthodologie dominante. Donc en fait, c'est des questions qui m'intéressent depuis très très longtemps. Et en fait, pour ma part, je pense que je prenais le problème à l'envers avant. C'était qu'effectivement, je me sentais pas légitime, comme à ce moment-là. Mais le truc, c'est que là où je me trompais, c'est que c'est pas moi qui me donne cette légitimité. Il n'y a pas de processus d'auto-légitimation. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui te donne une mission, qui te donne quelque chose à faire, et de par le fait qu'on te le donne ou qu'on te le demande, c'est comme ça que vient cette légitimité et cette légitimation. Par exemple, quelqu'un t'invite sur un plateau télé à parler de quelque chose, t'es finalement d'emblée légitime de le faire parce qu'on t'a demandé de le faire. C'est comme ça que j'y arrive à surmonter. Parce qu'en plus, si on t'invite à parler d'un sujet sur un plateau radio ou télé, c'est que t'as fait quelque chose. On invite rarement quelqu'un pris au hasard dans la rue en disant « viens parler de tel sujet ». Et donc, effectivement, la légitimité de cette personne à s'exprimer sur le sujet pourrait être questionnable, parce que qui es-tu, d'où tu sors ? À partir du moment où tu agis, moi, je trouve la légitimité dans l'action. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, je fais quelque chose, donc je suis légitime à parler de ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que mon action ou mon point de vue est l'unique point de vue et le seul à être légitime sur la question. Au contraire, on peut être nombreuses à œuvrer pour le même but, à être toutes légitimes à agir pour ce but, avec toutes des moyens d'action et des discours qui peuvent différer. Et j'ai l'impression que c'est un piège, cette question de la légitimité pour les femmes, parce que quand tu racontes l'anecdote la première fois, tu te dis je n'ai pas vécu personnellement de discrimination salariale, et il y a un côté, je trouve que c'est un piège, parce que du coup plein de femmes, je pense, s'interdisent d'agir ou de prendre la parole parce qu'elles se disent je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas assez victime, ou je ne suis pas assez en responsabilité, je ne suis pas une personnalité reconnue, etc. Et du coup on fait rien. Et du coup on est nombreuses à ne pas prendre la parole, ne pas se battre, ne pas... Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est profondément systémique, ce problème-là. C'est ce dont je parlais dans la newsletter de ce matin. C'est pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes qui racontent leurs propres histoires ? C'est parce qu'on leur a appris à dire que leurs histoires ne valaient pas le coup d'être racontées. Et
Et c'est un mécanisme d'invisibilisation des femmes, hein, ce côté de la légitimité. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ce problème de légitimité. Je pense qu'il y a énormément d'hommes qui les ont, mais en tout cas, ce n'est pas un problème qui est systémique. Et c'est pas d'emblée, on ne va pas penser que cet homme a un problème de légitimité, alors qu'on va davantage le penser chez une femme. Mais parce qu'on lui a appris à l'avoir, quoi. On lui a appris. Et c'est ça qui est problématique. Alors justement, à propos d'éducation, ouais. Tu m'as isolée comme question le jour où j'ai tué mon éducation sexiste. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Enfin, je sais que je l'ai envoyé, mais en la regardant ce matin, j'ai pas tout à fait compris parce que j'ai pas eu d'éducation sexiste. Ah, mais c'est ça le piège, c'est-à-dire que moi non plus, tu vois, mes parents ne m'ont pas élevée comme une fille, c'est-à-dire tu feras la vaisselle et la lessive pour ton mari, viens apprendre à cuisiner. Ouais. Néanmoins, la société nous donne une éducation genrée. Et de cette éducation genrée découlent quelques biais sexistes. Et au bout d'un moment, parfois, tu te rends compte que tu as été éduqué d'une certaine façon. Et c'est le moment où tu arrives à enlever la couche la plus évidente, on va dire. Ce serait quoi la couche la plus évidente pour toi ? Pour moi, le jour où j'ai tué mon éducation sexiste... Ces questions sont extrêmement difficiles. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est pas sympa. Je pense que c'est le jour où j'ai appris à prendre la parole. Parce que c'est quelque chose qu'on m'avait plutôt appris à lever la main, donc demander l'autorisation. Et j'ai ce souvenir d'école primaire aussi, CM1, CE2, CM1 je pense. Donc j'avais 9 ans et on avait une discussion dans la classe et on levait la main pour avoir la parole et la prof, même si ça allait assez vite, la prof donnait la parole. Plusieurs garçons à la suite s'expriment sans lever la main. Du coup, je renchéris sans lever la main et elle interrompt direct, Clémence, on lève la main pour avoir la parole. Donc déjà, la bonne élève que j'étais n'était jamais reprise par la prof, certainement pas sur un ton aussi sévère. Ouais. Donc double claque, un peu de me dire j'ai fait quelque chose de mal, et sans avertissement, direct j'ai l'impression d'être réprimandée. Alors que vraiment, juste avant moi, 3 garçons minimum s'étaient exprimés sans lever la main. Et j'avais vraiment rangé ça dans mes archives il s'est passé un truc que j'ai pas compris. Et un jour, je comprendrai peut-être. Comme la première fois que j'ai pu eu le droit de sortir torse nu, alors que mon frère, avec qui on a 2 ans d'écart, et à l'époque, on était quasi jumeaux, tellement on était pareil, il pouvait toujours sortir torse nu et pas moi. Vraiment, on nous confondait. On nous confondait torse nu. Donc, bref. Et voilà. Et ce jour-là, la prise de parole, c'était un truc marquant. Et quand j'étais à Sciences Po, et que je me suis quand on nous apprenait à débattre, parce que pour le coup en conférence de méthode on avait des discussions et c'était un peu ridicule de lever la main, il fallait plutôt apprendre à interagir en direct. C'est là que je me suis rendu compte que les mecs le faisaient spontanément, les filles beaucoup moins, et j'ai connecté et je me suis dit ça remonte, peut-être qu'on m'a appris à faire ça et que je vais les apprendre maintenant, bien sûr. Et depuis, je sais couper la parole aux autres, je sais repérer qu'on coupe la parole et être plus agressif quand il y a besoin de l'être pour avoir ma place dans un débat. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à déconstruire. C'était mon histoire, à ton tour. Du coup, le jour où j'ai déconstruit cette éducation sexiste, je pense que c'est... le jour où j'ai arrêté de vouloir être parfaite, de vouloir être Madame Parfaite, justement, c'est ce que tu disais bien, lever la main avant de prendre la parole, ne pas parler trop fort, ne pas parler quand on voulait pas que je parle. Et c'est ce jour-là, et c'est pour ça que Anaïs Nin était extrêmement utile là-dedans, parce qu'en gros, elle s'en foutait, quoi. Et elle m'a appris à m'en foutre aussi. Et c'est vraiment ce que disait... Il y a Naomi Wolf qui en parle et il y a Mona Chollet qui en parle aussi. C'est que ce problème... Et c'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs. Ce diktat de la perfection, c'est pas anodin. C'est pas... ça vient pas de nulle part. C'est un instrument d'infantilisation. Parce que c'est aux enfants, mine de rien, qu'on dit il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut être comme ci, il faut pas être comme ça. Et c'est un mécanisme de victimisation, en fait. Parce que, en fait, quand ils pensent, c'est hallucinant comme instrument de domination. Les femmes peuvent passer leur vie à vouloir essayer d'être parfaites
sans, par définition, y arriver. Et finalement, elles peuvent passer toute leur énergie, tous leurs neurones à essayer de se conformer à cette perfection. Parce que c'est extrêmement... c'est quand même très satisfaisant et ça rejoint finalement ce qu'on disait sur qui on était quand on était petite, mais c'est extrêmement satisfaisant d'être ce qu'on attend aussi de nous. C'est très très satisfaisant. Et le fait de s'en libérer, c'est extrêmement dur et c'est pas tout de suite qu'on s'y sent bien finalement dans ce nouveau moi, dans cette nouvelle personnalité. Ça prend du temps déjà de se découvrir et d'apprécier la personne qu'on est en train de devenir. Je suis tellement d'accord avec toi, je me retrouve entièrement dans ce que tu es en train de raconter. Oui, c'est satisfaisant de réussir à être l'image qu'on projette ou que les autres projettent sur nous. Mais j'ai découvert en sortant de l'éducation sexiste, en faisant la rencontre avec moi-même dont tu parles, qu'il y a un aspect encore plus jouissif derrière. C'est que quand tu arrives à te libérer de ça, tu te rends compte d'un potentiel, d'un pouvoir que tu ignorais complètement. Le pouvoir de s'en foutre. Déjà, et un pouvoir d'action, parce que toute l'énergie que tu passes plus à essayer d'être parfaite, tout d'un coup, tu peux l'investir dans plein de projets, plein d'actions. Et c'est pour ça que j'ai cette question sur celle que je propose, qui est le jour où j'ai fait bouger les lignes. Toi, c'était quand ? Je pense que... il y a eu une fois où j'ai l'impression d'avoir bougé les lignes alors que pas du tout, et une autre fois où je pense davantage. Donc c'est quoi ? C'est où j'ai pensé que j'avais bougé les lignes ou où je les avais vraiment bougées ? C'est pas pareil. Les deux m'intéressent. La première fois, c'était quand on avait lancé avec les Glorieuses notre premier manifeste. En fait, c'était le premier engagement politique des Glorieuses. C'était en décembre 2015, pendant les élections régionales. Quand j'avais engagé, c'était pendant les élections régionales, et le Front National était très très haut dans les sondages, et c'était le moment où Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen commençaient à utiliser l'argumentaire féministe pour attirer un électorat féminin. Et j'avais lu à l'époque, c'est un article très intéressant de Nona Mayer, qui est une politologue, et qui disait que finalement, si le Front National pouvait gagner un jour, c'était pas en séduisant l'électorat masculin, ça c'est bon, ils l'ont. C'était pas en séduisant l'électorat jeune, ça ils l'ont, ce qui est hyper flippant quand ils pensent. Mais c'était en séduisant l'électorat féminin. Et c'est le dernier rempart, en fait, avant une victoire possible du Front National. Donc là, clairement, tout leur discours, depuis 4-5 ans, c'est essentiellement adressé aux femmes. Et c'est de plus en plus féministe, tu vois. Genre, elle n'arrête pas de citer Simone Veil, elle instrumentalise les attaques de Cologne, elle fait absolument tout ce qu'elle peut pour séduire cet électorat. Et je me suis dit, c'est dingue. Franchement, si jamais, j'ai juste pensé même au nom Les Glorieuses, c'est pour faire en sorte qu'elle n'y arrive pas, quoi. Et si jamais je peux passer ma vie à faire en sorte que ce soit un échec pour ce parti, je le ferai. Et donc, j'avais fait un manifeste, on avait écrit à plusieurs personnes. C'était les femmes s'engagent contre le Front National, en mettant tous les argumentaires sur pourquoi le Front National était dangereux pour les femmes. Et je te jure, sur le moment, j'ai l'impression que c'était bon, quoi. Que ça avait fait quelque chose. Après, je sais que le public que j'ai touché, c'était un public qui était probablement déjà sensibilisé à cette question-là. Mais je sais plus, il y avait eu 15 000 signatures en 2 jours. Et je me suis dit, franchement, si ça atteint une seule personne, une seule femme qui avait éventuellement envisagé de voter pour ce parti-là et qu'elle a changé d'avis, je suis hyper contente. Je n'ai jamais eu l'information, la confirmation, mais voilà. Mais je te confirme qu'une telle action, ça fait bouger les lignes. D'ailleurs, 1 an et demi plus tard, avec les Glorieuses, vous avez remis ça pour l'élection présidentielle, où vous aviez fait un comparatif des différents programmes des candidats en lice à l'élection présidentielle, d'un point de vue des droits des femmes. Ouais. Et en démontrant que Marine Le Pen était, sans surprise, j'ai envie de dire, la pire candidate pour les droits des femmes. Et ce que je constate souvent parmi les lectrices de Mademoiselle, c'est que effectivement beaucoup sont convaincus. On s'adresse à un public de convaincus. J'ai très peu d'électrices du Front National dans mes lectrices,
Mais ces gens-là manquent souvent d'arguments. Et quand tu fais le manifeste que tu fais en 2015, quand tu fais cette page avec l'équipe des Glorieuses avec les femmes qui travaillent en collaboration avec toi sur ce projet, vous donnez des arguments à tous les gens qui sont convaincus, mais qui manquent d'armes pour convaincre d'autres gens. Et c'est faire bouger les lignes, pour moi, c'est pour ça que je prends cette expression et que je dis pas le jour où tu as gagné une bataille ou que tu as changé le monde, parce que ce serait l'idée d'un interrupteur, tu sais, d'un on-off, avant moi, après moi. Et non, faire bouger les lignes, c'est juste avoir une action qui a un impact. Et tu fais bouger la ligne et tu fais bouger à un endroit, mais ça va se répercuter à une distance que tu n'es pas forcément capable de mesurer. Donc sur ce point-là, je te confirme que c'était faire bouger les lignes. C'était quoi la deuxième histoire ? C'était... c'est un peu ce que j'ai déjà raconté, c'est qu'à partir du moment où on a engagé avec les Glorieuses le mouvement pour l'égalité salariale. Et alors je ne sais pas si c'est une impression, mais je pense qu'avant on n'en parlait pas des masses de l'égalité salariale, c'était pas un sujet très, pour le coup, légitimé en politique. C'était pas dans l'agenda politique. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ces actions, il y a de plus en plus d'articles sur ces questions-là, sur le fait que c'est pas normal qu'il existe cette égalité salariale. Et aujourd'hui, si on n'a pas résolu la question, je trouve qu'il y a davantage de propositions, en tout cas, pour y arriver. Même si on n'y est pas encore, on est en bonne voie. Effectivement, avec cette opération, donc c'était en 2016. Le premier, c'était en 2016. Vous avez fait bouger les lignes, et y compris au sein des féministes, parce qu'il y a eu pas mal de débats autour de ce mouvement, parce qu'il n'avait pas suscité une adhésion unanime. Tu t'attendais à ça ? Est-ce qu'il y a des critiques sur le principe même de appeler à manifester de quelque façon que ce soit? Pour être bien clair, c'était pas un appel à la grève parce que vous étiez pas un syndicat et que c'était pas du tout un appel à la grève nationale. C'était un appel à manifester, y compris sur les réseaux sociaux, par la discussion autour de soi. Mais j'ai vu pas mal de critiques et je pense que j'en ai compris l'ampleur quand j'ai vu que Libération avait fait un article qui n'était pas autour du mouvement du 7 novembre, mais qui était « Faut-il manifester pour l'égalité salariale ?» comme si la question c'était « Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce que c'est la bonne façon de le faire ?» Comment tu l'as vécu, toi, tous ces débats? Ce que j'ai trouvé très bien, c'est que dans ce même Libé, ils avaient quand même fait la une sur l'égalité salariale et sur le mouvement du 7 novembre 16h34. Donc je me dis, finalement, peu importe les débats que ça suscite, quand il y a quelqu'un qui regarde cette une, au moins il se pose la question sur comment est-ce que ça se fait qu'on vit dans un pays, en France, en 2016, c'était à l'époque, où les femmes sont payées moins que les hommes. Et juste pour ça, je trouvais ça intéressant. Oui, quand tu mets un sujet en une de Libé, on peut dire que tu fais bouger les lignes. C'est cool quand même, franchement, en y pensant, genre, tu vois ça, t'es là, waouh. C'est encore affiché dans mon bureau d'ailleurs. Trop cher. Je m'y attendais pas, non, parce que j'étais pas familière de ce type d'action. C'était la première fois que je faisais quelque chose dans le genre. Je pensais pas avoir autant de critiques de la part d'activistes féministes que je respectais énormément. Pas public en tout cas, privé c'est carrément, parce que je pense qu'il y avait plein de critiques à faire à ce mouvement-là, à fond, et je suis vraiment pour la critique, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Je pensais pas que ce serait officiel, enfin en tout cas aussi public, et c'est ça qui a été dur dans un premier temps, mais au final il y avait des critiques extrêmement justes, hein. C'était et je suis complètement d'accord avec ces critiques-là, et c'est des critiques que j'ai intégrées l'année suivante. Quoi par exemple? C'était alors une critique avec laquelle j'étais totalement d'accord, c'était que ça mettait pas assez en lumière le fait qu'il y avait des différences entre les femmes racisées et les femmes non racisées en matière d'égalité salariale. Donc en fait, c'est vrai que l'année suivante, j'ai pris en compte ces considérations-là. Le souci étant que les statistiques sont telles en France qu'on ne peut pas faire émerger ce type de data. Donc je me suis inspirée, j'ai juste retranscrit les données dans des pays où on pouvait faire ce type de data. Et là, effectivement, on voit, et c'était sûr, on voit qu'il y a des différences de salaire entre les femmes racisées et les femmes non racisées. Et ça, c'était quelque chose que j'ai mis en avant dans les éléments de langage l'année suivante. Il y a des critiques que je n'ai pas comprises pour le coup. C'était sur le fait que c'était un mouvement marketing ou un truc... Et je pense que je suis pas sûre que les personnes qui aient fait ces critiques-là
les referaient aujourd'hui, parce que je pense qu'elles ont compris que c'était pas du tout le cas. Peut-être qu'il y avait des choses qui faisaient penser aux techniques du marketing. Par exemple, le fait qu'on utilise un hashtag. Oui, tu veux dire une stratégie de communication efficace. C'est ce qu'on appelle le marketing. Voilà. Le fait que ce soit un hashtag et du coup, le fait que ce soit partagé, je crois que c'était, je sais plus, la personne de Twitter m'a dit, mais c'était genre plus de 10 millions de fois sur Twitter. Oui, probablement, c'est possible. Mais dans le fond... En fait, honnêtement, je m'en foutais parce que... ça m'a pris du temps, hein, mais au final, je me suis dit, peu importe si on en parle en pas bien ou en bien, du moment qu'on parle des inégalités salariales. Moi, je m'en fous. Les Glorieuses, on s'en fout. Ce qui importe, c'est le fait qu'en France, aujourd'hui, il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes qui est de plus de 25%. Et ça, c'est anormal. Donc après, finalement, tu peux mettre ton énergie dans ce que tu veux sur le mouvement. J'aurais préféré que ce soit comme ça. De toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose, il y a toujours des gens qui vont les critiquer, quoi. Donc voilà. Ceux qui agissent ont toujours tort. Voilà. Quelque part. Mais encore une fois, il y avait des critiques qui étaient très intéressantes et que j'ai prises en considération. Mais je comprends totalement. Moi, je suis pareil que toi. J'aime beaucoup la critique. C'est un moteur pour moi. Et c'est juste que la critique qui est vraiment sincère, elle t'est dirigée personnellement et de façon constructive. C'est waouh, ok, cool, tu fais une initiative. En revanche, il y a plusieurs trucs qui déconnent et voilà mon avis. Mais ça, je le reçois avec plaisir. Et venir dire sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, etc., c'est déjà beaucoup plus difficile de le prendre en compte comme une critique constructive, quoi. C'est l'impression d'une concurrence. Bah, tu le prends pas, quoi. Comme une critique. Et encore une fois, c'est pas comme si on avait le luxe de pouvoir attendre l'action parfaite. La fameuse. C'est intéressant parce que je vois que dans ton approche, tu as du pragmatisme et de l'optimisme, et je le dis pas de façon négative comme ça c'était de naïveté, mais plutôt comme si c'était une force, tu vois, de te dire on va faire quelque chose qui va marcher et on va miser sur le fait que les effets vont être positifs et que ça va faire avancer la cause. Et oui, il y aura du déchet, et oui, il y aura du bruit, et oui, il y aura des effets, des dommages collatéraux que je maîtrise pas forcément maintenant, mais on va dans le bon sens et on va provoquer des effets. Je pense que c'est une bonne façon de prendre des décisions. C'était mon avis personnel, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Pour conclure, je voudrais qu'on fasse un bilan avec mes petites questions préférées. C'est quoi? C'est le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspiré et pourquoi? C'est Nora Ephron. Alors, qui est Nora Ephron? Je l'aime trop. C'est une essayiste, une journaliste, une écrivaine, une scénariste, une réalisatrice américaine qui est extrêmement drôle. Et c'est d'ailleurs de son travail dont je me suis inspirée pour écrire mes chroniques. Juste le format de chronique, je me suis inspirée d'elle. Et en fait, elle réussit à parler à la fois de sa vie, à la fois de sujets politiques extrêmement importants, en étant extrêmement drôle et en étant extrêmement subtile. Et c'est une femme que j'admire énormément, qui est aujourd'hui décédée il y a quelques années. Et clairement, c'est elle, quoi. Je relis ses textes au moins une fois par mois. C'est quoi ton regret le plus profond? Mon regret le plus profond? Est-ce que tu as des regrets? Je l'ai pas là. Hein. Ah, mais pas de regrets, ça me va. Hein. C'est assez courant chez les gens d'action. Ouais. C'est de pas en avoir. Ouais, de pas avoir de regrets. Je pense que c'est un frein à l'action aussi. Quand tu as tendance à avoir des regrets, c'est difficile de décider de faire des choses parce que y a toujours plein de possibilités. Ouais. Et si tu as tendance à avoir beaucoup de regrets, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de prendre des décisions. Carrément, t'as raison. Donc ça me surprend pas du tout, mais je confirme une théorie. Je vais la poser à tout le monde, hein, donc ça va finir par faire un truc un peu scientifique. Le pire obstacle ou la pire épreuve que tu as eu à affronter dans la vie? Pour être honnête, je pense que je l'ai pas encore affronté. Mais je pense que c'était ma peur de parler en public, clairement. C'était hyper dur. Et elle a disparu en une matinale sur RTL? Non, t'es ouf ou quoi?
Ça a pris des années. Ça a pris des années. Et encore là, je suis pas non plus au top du top, hein, mais de toute façon, en fait, maintenant, si, ça va. Il y a pas de... En fait, c'est marrant parce qu'on peut carrément le surmonter, quoi. Et puis c'est vrai qu'à force d'en faire, je vais pas avoir ma lubie à chaque fois, quoi. Ça sera un petit peu trop récurrent, quand même. Excellente philosophie. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je crois que j'ai déjà dit. Non, dans le... j'en ai dit un à un moment donné et je me suis dit, ouais, grave, ce serait celui-là. C'était il y a vraiment pas longtemps, hein, parce que c'était il y a moins d'une heure. Ce serait quoi le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Je pense que ce serait le conseil de mes parents, de me dire fais ce que tu veux, quoi. Ce qui est dans un premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était oui, ça m'a stressée parce que j'avais le luxe de pouvoir faire ce que je voulais et de choisir ce que je voulais. Et en même temps, ça m'a appris ça extrêmement jeune. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je regarde une situation, je regarde toutes les possibilités qui s'offrent à moi sans en écarter, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment un super conseil. Et c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Alors, le pire conseil, c'était un conseil professionnel et c'était noie-toi dans le travail pour que tu apprennes à en émerger et après tu puisses gérer ton boulot. Ça fait sens ce que je dis. En gros, c'est submerge-toi de travail pour apprendre à nager. D'accord. Et c'était un conseil et je l'ai fait et ça m'a pas plu et j'ai arrêté. Ah, t'as quand même t'as mis en pratique le pire conseil qu'on t'a donné. Ah oui. C'est comme ça que tu sais que c'est le pire conseil. Voilà. Tu testes. Voilà, faut tester. Je savais pas que c'était le pire conseil quand on me l'a donné. Ça fait sens, mine de rien, quand tu penses, mais pas pour moi. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des jeunes femmes qui t'écoutent? Si tu devais donner un conseil, tu donnerais lequel? Ce serait raconter vos histoires. Parce que on nous a tellement longtemps invisibilisés que dire je suis qui je suis, ce que je fais, faire uniquement ça, c'est un témoignage et c'est un acte politique pour les femmes des générations futures. Et si jamais on ne raconte pas nos histoires, ce qu'on vit aujourd'hui va se perdre parce qu'on ne va pas gagner cette bataille en une génération. Même si j'aimerais. Mais racontez vos histoires. Dites « je » tout le temps. C'est ça le sens de ce que tu as tweeté ce matin. Qui suis-je? Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue et j'ai appris qu'être féministe, c'est également savoir dire « je », même quand on veut dire « on ». Exactement, c'est ça. Tu sais que c'est ma grande bataille sur Mademoiselle, c'est la chasse au « on ». Ouais. On adore, on déteste. Moi, je dis toujours « on » et la prochaine newsletter, tu vas voir, hein, je vais redire « on ». Enfin, ce genre de choses... le « on » est extrêmement important aussi parce que ça montre que on est plein. Et c'est vrai, le projet Elle est glorieuse, c'est pas l'acte d'une personne, c'est l'acte de plein de personnes. C'est les 90 000 lectrices aujourd'hui, c'est toute la communauté qui existe, c'est tous les mails qu'on reçoit, c'est tous nos partenaires, on est aidé par un nombre de personnes hallucinant. Ce projet, il a une espèce d'aura tellement bienveillante qui fait que le projet est vraiment accompagné par, j'ai l'impression, les meilleurs, quoi. Et c'est trop bien. Et aujourd'hui, on a le luxe de s'entourer que de personnes bienveillantes et douées, etc. Et c'est tellement agréable de bosser sur ce projet. J'adore. C'est trop bien. Alors, je mettrai évidemment un lien vers la newsletter Les Glorieuses pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'abonner et recevoir une lettre hebdomadaire et également un lien vers ton livre qui sort, donc on est mercredi 11 avril au moment où on tourne ce podcast, donc ce sera en librairie, Les Glorieuses, chronique d'une féministe par Rebecca Amsalem. Voilà, demain
À partir du 12 avril en librairie. Donc, quand ça sortira, vous pourrez déjà l'acheter. Vous l'aurez déjà dans les mains. Et je vous le recommande. Et merci beaucoup, Rebecca. Merci à toi. Passé cette heure merci avec moi. Infiniment. D'avoir répondu à mes questions. Je t'admire énormément. T'es vraiment. Mais moi aussi, je t'admire trop. T'es ouf. T'es vraiment un de mes modèles, justement pour ça, pour le côté. En fait, on va faire des trucs et on va pas attendre qu'on nous donne la permission de les faire. Tant pis si c'est pas parfait. Carrément. Faisons-les. Merci. Merci à toi. Salut. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.